Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Ça y est, on vient de terminer donc une deuxième semaine de compétition européenne, plutôt renversante d'ailleurs, particulièrement en Ligue des Champions. Et donc, avant de reprendre avec un week-end de championnat, je vous propose de revenir sur tout ce qui s'est passé cette semaine. Chronique d'Europe, épisode 2, on est parti. Avant de commencer, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, laisser un petit commentaire et vous abonner à la chaîne aussi, c'est le mieux que vous puissiez faire pour m'aider. Et on va commencer donc par la Ligue des Champions avec une semaine, comme je le disais, renversante, placée sur le signe du 3-2, parce qu'il y a pas mal de matchs qui se sont terminés à 3-2. Mais je vais commencer par deux matchs qui se sont pas terminés sur ce score. Pour le coup, c'était les duels franco-anglais entre Lens et Arsenal et Newcastle PSG qui se sont tous les deux soldés par deux exploits dans deux stades magnifiques. Bollard et St James Park retrouvés la Ligue des Champions et les ambiances qu'on a vues ont bien montré qu'ils méritaient de la disputer chaque année. Ça a peut-être filé un petit coup de pouce aux deux équipes locales qui ont réalisé donc deux superbes exploits face à Arsenal et Paris qui n'ont pas fait leur meilleur match de la saison, faut se le dire. Ben, Lens et Newcastle ont produit deux superbes matchs de leur côté. Lens a remonté Arsenal 2-1 avec notamment un superbe but égalisateur de Thomasson sur une très belle remise de Wai. Et Newcastle a tout simplement broyé le PSG, notamment au milieu de terrain, pour une éclatante victoire 4-1. Et donc ça fait une victoire partout pour les deux pays, avec Lens qui est en tête de sa poule notamment. Côté ambiance, un énorme respect aussi à l'Étoile Rouge de Belgrade qui a sorti un superbe tifo en hommage à Van Gogh avant son match face aux Young Boys de Berne, donc le champion suisse. Malheureusement, ça n'a pas suffi puisque c'est un match nul entre les deux clubs, mais en tout cas, c'est une des ambiances les plus chaudes d'Europe et il faut le remarquer. On a ensuite deux énormes matchs le mardi qui sont terminés sur le même score, 3-2 pour l'équipe qui se déplaçait. D'abord le Real Madrid qui a fait parler son expérience et aussi je pense son aura à Naples pour s'imposer 3-2 avec notamment un superbe but à la fin compté comme un CSC pour Meret mais d'abord une superbe frappe de Valverde. Ça fait donc déjà 6 points sur 6 pour ce Real Madrid dans un groupe pas évident. Et à côté on a bien sûr Galatasaray qui risque d'embêter plus d'une équipe cette année et qui a réalisé une superbe performance à Old Trafford pour s'imposer 3-2 face à Manchester United avec notamment une remontée d'un but, ils étaient menés 2-1. Et un dernier but marqué par Icardi qui avait raté 3 minutes plus tôt un penalty, ce qui rappelle un petit peu le penalty lunaire qu'il a loupé en coupe il y a quelques jours. Bref, 3-2 pour Galatasaray et une soirée cauchemardesque pour Manchester United qui a en plus perdu Casemiro sur carton rouge, il y a eu une bourde d'Onana notamment. Mais il y a quand même un rayon de lumière pour United, c'est l'éclosion de Højlund, bien sûr, le buteur acheté à prix d'or cet été, qui a marqué 2 buts, plus un qui a été refusé pour hors-jeu, une superbe performance qui en appelle d'autres j'espère. Parmi les autres remontées, on a le Shakhtar Donetsk qui a remonté 2 buts face au champion belge le Royal Antwerp pour s'imposer finalement 3-2 à l'extérieur. Même score pour l'Atlético de Madrid qui s'est imposé 3-2 donc face au Feyenoord alors qu'ils étaient menés 2-1. Et même score donc pour Braga qui a remonté 2 buts face à l'Union Berlin pour s'imposer finalement 3-2 en toute fin de match sur la toute dernière action du match. Et à noter le superbe deuxième but de Braga marqué par Bruma sur une combinaison sur corner avec une superbe frappe à la fin. Moi j'ai vraiment bien aimé. Pour l'Union Berlin, c'est un peu dommage, ça fait encore un point de perdu dans le temps additionnel après celui perdu face au Real Madrid, donc toujours 0 points pour les Allemands qui n'ont pas démérité pourtant. Chez les favoris, on peut noter le coup de force de Manchester City qui s'est imposé en Allemagne 3-1 face au RB Leipzig dans un match qui est longtemps resté à 1 partout, mais finalement un match où il n'y a pas eu de but d'Haaland mais qui a été débloqué par un duo qu'on n'aurait pas imaginé en début de saison, Julian Alvarez et Jérémy Doku, un but et une passe décisive chacun, adaptation express pour Doku qui est donc déjà décisif en Ligue des Champions. On peut noter un autre jeune qui est décisif pour un club allemand, cette fois c'est le Bayern Munich, qui s'est imposé face au FC Copenhague 2-1 à l'extérieur, mais qui a galéré, qui a remonté un but de retard, avec donc un nouveau but de Mathys Tel. On continue d'en parler chaque semaine, ce petit jeune impressionne. On a également le Barça qui a assuré sa deuxième victoire consécutive en Ligue des Champions sans briller à l'extérieur face à Porto 1-0, avec notamment une décision arbitrale en défaveur de Porto en fin de match, si j'ai bien compris. Et pour les clubs espagnols d'ailleurs, ça fait une superbe semaine quand même avec 4 victoires si on rajoute celle de la Real Sociedad, et également un match nul de Séville qui s'est fait rattraper en toute fin de match par le PSV qui sauve donc le point du match nul. On passe maintenant à la Ligue Europa, où ça a été très serré dans la plupart des matchs, la plupart du temps un but d'écart, voire parfois deux buts d'écart entre les deux équipes, sauf dans le groupe G, où il y a eu deux cartons, d'abord l'AS Roma qui a mis 4-0 au Servette de Genève, et ensuite le Slavia Prague qui a mis 6-0 au Sheriff Tiraspol. Les deux équipes sont à 6 points et vont s'affronter dans les prochaines semaines, ça promet une avalanche de buts.
Au global, la plupart des favoris ont assuré, certains non sans mal, je pense notamment au Real Betis Ballon-Pied qui s'est imposé que 2-1 face au Sparta Prague. On a eu quelques gros matchs aussi entre de potentiels favoris de la compétition. West Ham qui s'est imposé 2-1 à Fribourg en Allemagne, également l'Atalanta Bergame qui s'est imposé 2-1 au Portugal face au Sporting. Très mauvaise semaine pour le Portugal d'ailleurs, avec seulement une victoire en Coupe d'Europe, c'est celle de Braga en Ligue des Champions. Parmi les quelques surprises, on peut noter l'Aris Limassol, club chypriote, qui s'est imposé 2-1 face aux Rangers, qui donc est dans un groupe où tout le monde a 3 points, pour le moment, à égalité la plus parfaite. On a également l'AEK Athènes, qui a fait match nul contre l'Ajax à domicile, et qui donc prend surprenamment la tête de ce groupe, où il y a également l'OM avec 4 points. Côté français, on a une semaine plutôt équilibrée, même si frustrante, parce que d'un côté, on a la victoire de Toulouse face au club autrichien de l'ASK, victoire assez logique sur le papier, Toulouse qui s'est mis à l'abri assez vite, et qui donc en est déjà à 4 points dans ce groupe. Ensuite, on a une défaite de Rennes à Villarreal en Espagne, qui n'a rien de honteux sur le papier, puisque Villarreal c'est quand même le favori de ce groupe et qui était dans le chapouin. Par contre, il y a un côté assez frustrant parce que Rennes obtient un penalty en toute fin de match et décide de le faire tirer par Terrier qui reprenait la compétition. Je ne sais pas si c'était le meilleur choix de le faire tirer un penalty si important pour son retour, et donc le penalty a été raté, donc il y a un petit point malheureusement qui manque pour Rennes. Et puis ensuite, on a un nul de l'OM à domicile face à Brighton, qui a vraiment un goût de défaite malheureusement, parce que l'OM réalise une superbe première mi-temps, il mène 2-0 à la pause, et puis s'écroule finalement physiquement et concède encore un penalty en fin de match, le penalty d'égalisation, ce qui fait qu'après 2 matchs, l'OM n'a que 2 points, et donc rien n'est entamé pour les chances de qualification, mais il y a quand même ce sentiment d'avoir laissé passer pas mal de points déjà en 2 matchs. Et enfin, à noter que pour les plus pessimistes d'entre nous, les prochaines rencontres de Rennes et de l'OM sont contre des clubs grecs, respectivement le Panathinaikos qui avait sorti l'OM en Ligue des Champions et l'AEK Athènes pour les Olympiens. Bref, ce duel franco-grec va peut-être être décisif, notamment pour l'indice UEFA. Il faut espérer que ça se passe mieux qu'en qualification pour la Ligue des Champions. Et enfin, on termine par ma compétition préférée, bien sûr, la Ligue Europa Conférence, la C4, où pour le coup, cette semaine, on a eu de très beaux exploits. D'abord, le KAIK Klaksvik, bien sûr, le champion des îles Faroé, qui a tenu tête au LOSC, donc favori du groupe et peut-être un des favoris de la compétition. Le club français qui se présentait avec une équipe largement remaniée, mais qui n'a pu faire mieux qu'un 0-0 à l'extérieur. Le KAIK Klaksvik devient donc le premier club féringien à marquer un point en Coupe d'Europe. C'est pas rien, c'est un superbe exploit. Et ça montre aussi que se déplacer à Klaksvik, ça va être difficile et rarement synonyme de victoire. Le club est toujours invaincu à domicile en Coupe d'Europe cette saison. Au classement, ce sera chaud pour la qualification, mais pour l'instant, le KI est 3e, derrière Lille, 2e de la poule avec 4 points, et qui va affronter le leader 2 fois, le Slovan Bratislava. Il va falloir prendre des points pour assurer cette première place. La très belle victoire de la semaine, c'est celle du FK Balkany, champion kosovar qui continue de progresser et qui s'est imposé cette fois-ci 2-0 face au Dynamo Zagreb, quand même un club très expérimenté, le champion de Croatie. Très belle performance d'un club grec également, le PAOK qui s'est imposé 2-1 face à un des favoris de la compétition, l'Eintracht Francfort. Et enfin, on a également Ferencváros, donc le champion hongrois, qui allait chercher un très beau nul face à la Fiorentina à Florence. Ça fait seulement 2 points pour la Fiorentina après 2 matchs et potentiellement un risque de ne pas se qualifier, va falloir réagir lors des prochaines journées. Le carton de la soirée, voire même de la semaine, c'est un club danois qui l'a réalisé, c'est le FC Nordjylland qui s'est imposé 7-1 face à Ludogorets, donc le champion bulgare, qui d'ailleurs prend la plus grosse défaite de son histoire en Coupe d'Europe, c'est pas rien. Et la remontada de la semaine, elle est réalisée par un club suisse, le FC Lugano, qui représente la partie italienne de la Suisse, et qui s'est imposé 3-2, encore un 3-2, à Beşiktaş, cette fois-ci, les Turcs qui menaient 2-0 jusqu'à la toute fin de match, et après un carton rouge, eh bien, ils ont pris 3 buts en 10 minutes, et donc ça fait victoire du club suisse, c'est quand même pas rien, c'est un très bel exploit. Et à côté, ça fait une semaine un peu frustrante du coup pour les clubs turcs qui auraient pu faire la passe de 3 victoires, puisqu'on a Galatasaray en Ligue des Champions, mais Fenerbahçe aussi qui s'est imposé en C4, et donc voilà, petit goût amer pour Beşiktaş. Et je termine par la très belle performance d'ensemble des clubs belges, puisqu'ils sont 3 en C4 et les 3 se sont imposés cette semaine. On a Genk qui s'est imposé en Serbie, la Gantoise qui s'est imposée à domicile face au Maccabi Tel Aviv, et Club Brugge qui s'est imposé en Norvège face à Bodo Glimt. Et si je termine par les clubs turcs et les clubs belges, c'est parce que ça me permet une belle transition avec le coefficient UEFA et l'indice UEFA à la fin, puisque comme dans chaque chronique d'Europe, on va faire un petit point notamment sur le duel entre la France et les Pays-Bas. Mais avant, parlons du coefficient UEFA, donc qui prend les points marqués uniquement sur cette saison 2023-2024 et qui est dominé pour l'instant par la Turquie et la Belgique. Attention à la Turquie qui a seulement 4 clubs engagés cette année, encore 3 en lice, et qui est assez largement devant, pour l'instant 8 points marqués au coefficient UEFA. La Belgique en est à 6 points marqués et donc est deuxième.
Après, petit à petit, on a le top 4 européen qui va revenir. On voit l'Italie notamment qui est revenue à la 3e place suite à sa très belle semaine. Mais c'est pas impossible que la Turquie ou la Belgique joue les troubles faits, sachant que, très important, hein, les 2 premiers pays à la fin de la saison au coefficient UEFA, eh bien, ils remportent un club de plus en Ligue des Champions la saison suivante, c'est quand même pas rien. Et si on se concentre un petit peu sur cette bataille pour la 5e place très importante à l'indice UEFA avec la France qui est face aux Pays-Bas, eh bien on est sur une semaine mitigée pour les clubs français. 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites, donc pour 6 points UEFA marqués divisé par 6, ça fait 1 point marqué au coefficient UEFA. Ça permet quand même à la France de remonter petit à petit à la 12e place cette semaine au coefficient UEFA. Toujours derrière les Pays-Bas qui n'ont pas fait une très bonne semaine, encore une fois, hein, une victoire, 2 nuls et une défaite. Ça fait 4 points marqués qu'on divise par 5, donc 0,8 points marqués au coefficient UEFA. Et donc si on se projette un petit peu sur l'indice UEFA, eh bien la France reprend cette semaine 0,2 points UEFA encore aux Pays-Bas, ça grignote petit à petit. Maintenant il y a 1,7 points de retard pour la France à l'indice UEFA sur les Pays-Bas. Moi je reste assez confiant encore pour la France, je pense qu'avec les bonus de fin de phase de groupe, la France devrait passer les fêtes de Noël à la 5e place. Maintenant il faut quand même assurer chaque semaine de bonnes performances. Et c'est donc sur ces quelques éléments d'indice UEFA que je termine cette nouvelle vidéo de Chronique d'Europe, le 2e épisode. J'espère qu'il vous aura plu, il y avait quand même pas mal de choses à dire cette semaine. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, laisser un petit commentaire et vous abonner à la chaîne. Je vous laisse avec une petite question. Globalement, pour vous, qu'est-ce que vous pensez de la semaine des clubs français? Est-ce que c'est une bonne semaine ou plutôt une semaine décevante? Répondez-moi en commentaire et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao, ciao!